to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi. De retour à l'amphithéâtre principal du Centre NAD UQAC. Bonjour Montréal MTL Connect. Comment ça va? Yeah, en avant. Wouhou, ça va bien. Est-ce que vous passez une belle journée? Excellent, cette deuxième journée de programmation d'MTL Connect. La semaine numérique de Montréal, sous la grande thématique de métamorphose. Aujourd'hui, on traitait d'intelligence artificielle et de culture et de créativité. Et je tiens à souligner qu'aujourd'hui, on célèbre la 4e édition des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones présentés par le ministère de la Culture et des Communications. Alors, on est prêt à vous présenter la keynote, donc la grande conférence sur la culture et la créativité. Mais avant, juste 2-3 petites affaires rapidement. Je vous rappelle que l'entrée est ici, mais si jamais vous devez quitter pendant la conférence, on quitte par l'arrière. Sinon, si vous avez des questions, prenez-les en note. On va avoir une période questions-réponses vers la fin de la conférence. Et également, j'ai lancé l'invitation pour ceux qui étaient déjà là, ceux qui viennent d'arriver puis qui ne m'ont pas entendu lancer cette invitation-là. 8e étage, un parcours d'exploration, d'expérience, d'activation qu'on vous invite tous à découvrir. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui, depuis que j'ai lancé l'invitation, sont allés découvrir les choses à découvrir? Non. Non. C'est comme non, Armand, on était là, puis là, je n'ai pas bougé. Fait comment tu voulais que je le fasse? Bien là, je vous lance le défi. Faites-le d'ici la fin de votre parcours MTL Connect parce que ça vaut la peine. OK, Armand? OK? J'aime votre participation. Là, je vous teste ça. Est-ce que vous êtes là? Non, j'entends le devant, oui, mais en arrière, ils ne sont pas là. Je veux juste l'arrière de la salle. Je vous vise. Est-ce que vous êtes là? Oui. Au milieu, est-ce qu'on est toujours là? Oui. Et en avant? Oui. Oh, c'est bon, un public qui est à l'écoute, j'aime ça. Bon, sans plus tarder, je vais vous présenter la conférencière qui vous présente la grande conférence de cet après-midi sous le thème « Prospective théorique d'un futur pour la culture ». Elle a plus de 20 ans d'expérience dans les médias québécois. Elle est associée chez la Société des Demain. Sans plus tarder, on accueille Catherine Mathis. Merci. Oui, effectivement, la conférencière n'est pas grande. C'est peut-être la grande conférence, mais la conférencière, elle, c'est une auteure honnête, là, honnêtement. Bonjour, bienvenue à cette conférence. Donc, est-ce que cette image générée par Midjourney, j'ai demandé le futur des médias. C'est pas une blague. Est-ce que cette image ressemble un peu à vos impressions, à votre ressenti? Est-ce que vous avez une vision sombre ou assombrie des prochaines années dans le domaine des industries créatives, culturelles, médiatiques? Est-ce que vous avez l'impression que l'évolution récente du contexte dans lequel on se trouve vous amène dans une espèce de pessimisme? Hein? Est-ce que c'est votre impression? Êtes-vous un peu anxieux? Qui est anxieux ici, là? Je ne parle pas nécessairement dans votre vie de tous les jours, mais par rapport à cette industrie-là, c'est un peu ça qui fait partie du problème, parce que si on ne se prépare que pour ce futur-là, si on imagine que ce futur-là, malheureusement, c'est pas mal celui-là qui risque de se produire. C'est là qu'entre en scène la prospective, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui.
Alors, très rapidement, j'ai résumé ma vie en 5 logos. Vous ferez le... Non, mais vous ferez l'exercice, je vous assure, ça rend la chose limpide. Donc, je m'appelle Catherine Mathis, je suis associée à la Société des Demain. Et oui, donc, on fait de la prospective. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, mais vous allez partir d'ici en sachant de quoi il en retourne. C'est vraiment mon but. Qui a déjà entendu parler de prospective? Oh, je vous aime déjà. Ah, bien, je vois des gens avec qui j'ai déjà travaillé, donc c'est bon. On s'aime, c'est merveilleux. On s'aime dans tous les sens du terme. Donc, la prospective, ce que c'est, puis j'ai beaucoup aimé la conclusion de Marie Grégoire du panel précédent, parce que la prospective, c'est pas juste de penser au futur, c'est de se servir du passé et du présent pour essayer d'envisager des alternatives, parce que l'image que vous voyez tout à l'heure, elle correspond à un futur linéaire, c'est-à-dire un futur probable. Si tout ce qui se passe actuellement continue de se passer comme ça, bien, ça se peut que ça se rende jusque-là. Donc ça, c'est un futur, évidemment, qui n'intéresse personne. Ce qu'on va avoir envie de découvrir, c'est d'autres types de futurs ensemble. Donc, rapidement, oui, j'ai passé une vingtaine d'années dans toutes sortes de médias, surtout à la radio de Radio-Canada comme chroniqueuse techno. Donc, de suivre bien les transformations technologiques, c'est ce que je fais depuis longtemps. Ensuite, j'ai travaillé à la veille stratégique et à la prospective au Fonds des médias du Canada pendant quelques années. J'enseigne la prospective et la veille stratégique à l'UQAM. Et donc, depuis quelques années, je me consacre à cette pratique de la prospective parce que pour moi, puis vraiment, là, c'est pas... je vous dis pas ça, c'est pas des flagorneries. Je voulais trouver une manière je voulais que le secteur culturel et médiatique réfléchisse autrement. Vraiment, c'était ma priorité quand on a démarré la Société des Demain. J'avais envie qu'on soit moins dans une réaction toujours très profonde, qu'on se sente vraiment là, au cœur d'une tempête constante et qu'on reprenne un peu le contrôle sur ce qui se passe. Et donc, nous voilà donc à la Société des Demain pour justement faire ça. Parce que vous savez, on vit dans le futur, hein? En ce moment, on est dans le futur des décisions qu'on a prises dans les décennies passées. Donc, demandez-vous pas pourquoi ça se passe comme ça en ce moment. Il y a des gens qui l'ont décidé. Tout ce qui se passe en ce moment n'est pas un hasard. Tout ce qui se passe en ce moment a été décidé. Alors, la grande question, c'est de voir ce qu'on veut, nous, pour la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite? Donc, l'idée, c'est d'essayer d'élargir ces futurs possibles-là pour prendre de meilleures décisions. Le futur, là, s'il fallait faire une recherche par mots-clés, hein, le mot « futur », on l'entend énormément. C'est un mot vraiment utilisé un peu ad nauseam et à toutes les sauces. Tout le monde parle de futur. On fait tous quelque chose pour préparer le futur. Mais peut-être que vous serez d'accord avec moi, c'est un futur assez proche qu'on prépare parce que le futur plus loin fait peur, c'est l'inconnu, on ne sait pas trop. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on ne prépare qu'un seul type de futur, celui qui est le plus probable. Compte tenu de tout ce qu'on sait actuellement, voici où on devrait se retrouver dans 1 an ou 2. C'est malheureusement le seul futur qu'on prépare et c'est le plus plate. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est celui qui a le moins de chances de se produire. C'est celui qui prend le moins en compte toutes sortes d'aléas qui pourraient se manifester et donc faire dévier la route. Il y a des futurs plausibles, des futurs possibles. Il y a toutes sortes de futurs, alors qu'on passe notre temps à n'en imaginer qu'un seul et à se préparer à un seul. Donc, quand on élargit un peu le spectre des possibilités, on se rend compte que le futur qu'on souhaite, il est rarement dans le futur linéaire, c'est-à-dire le futur probable. Il faut sortir un petit peu de ces probabilités-là pour essayer de mettre en place ce qui nous permettrait d'imaginer une suite confortable. Puis là, vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, en ce moment, on est dans une position où on n'est pas très confortable. Le monde est extrêmement incertain. Vous l'avez dit vous-même, vous ressentez beaucoup d'anxiété quand vous réfléchissez à l'avenir des industries créatives. C'est
on vit depuis longtemps maintenant, vous l'admettrez, une transformation numérique qui a profondément bouleversé toutes sortes de secteurs culturels. On se demande, est-ce qu'il y aura toujours cette diversité culturelle et linguistique en ligne, ou est-ce que cet appauvrissement qu'on a commencé à avoir en termes de contenu francophone va se poursuivre? L'incertitude est omniprésente, l'anxiété est omniprésente. Ce qui fait que quand on pense au futur, ben c'est facile de tomber dans la dystopie. Et c'est confortable d'ailleurs, hein, parce que c'est un réflexe naturel. C'est beaucoup plus facile de penser à ce qui peut mal aller que de penser à ce qui peut bien se passer. Donc, j'ai toute une job sur la planche. Mais malgré le fait que certaines tendances soient très inquiétantes, là, on n'est pas là pour nier la réalité, on n'est pas là pour se cacher et faire l'autruche, ben, c'est tout à fait possible d'adopter une autre posture face au futur. On appelle ça l'optimisme urgent. Et là, je sais que je vous demande un grand effort de passer du pessimisme ambiant à une espèce d'optimisme urgent. Mais je vous assure qu'en faisant ça, en faisant cette espèce de changement de posture, ben, on réalise qu'on a beaucoup plus d'emprise sur le futur qu'on ne le pense et qu'on peut, de manière tout à fait réaliste mais créative, arriver à un futur très différent de celui qu'on s'imagine en ce moment. Parce que c'est quoi le futur, au juste? Ça vaut la peine de le définir. Parce que peut-être que dans vos esprits, actuellement, le futur, c'est quelque chose qui va nous arriver. Ça, c'est une vision très judéo-chrétienne de la chose. Hein? Le bon Dieu décide, on réagira à ce moment-là. Bien, en prospective, c'est tout à fait autre chose. Le futur, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose qu'on décide, imaginez-vous donc. Prenez 2 minutes pour y penser. Là. Le futur, c'est quelque chose qu'on choisit et qu'on construit. Alors, évidemment, vous voyez là, que la posture n'est pas du tout la même. On passe d'une posture où on se dit, bon, qu'est-ce qui va encore se passer, à une posture qui est presque le contraire. Qu'est-ce qui devrait arriver? Hein, si je vous posais la question, puis j'ai entendu certaines de vos questions tout à l'heure, vous le savez ce qui devrait se passer. Vous le savez ce que vous avez envie de voir venir. Bien, c'est justement à ça que sert la prospective, à essayer d'établir un peu les alternatives, quitte à en inventer. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas possible aujourd'hui que ça ne sera jamais possible. Je vous rappelle que nous vivons dans le futur impossible d'il y a 10 ans. Retournez en 2014, là, expliquez votre vie à quelqu'un de 2014. Vous allez voir que les choses ont changé d'une manière beaucoup plus drastique que ce à quoi vous vous attendiez en 2014. Mais moi, je trouve que ça, c'est très porteur d'espoir parce que ça veut dire que notre imagination collective nous aide à imaginer des futurs souhaitables et d'une façon beaucoup plus riche et beaucoup plus porteuse que si on y allait avec une pensée étape par étape, comme on est habitué de le faire depuis des décennies. Alors, c'est quand même intéressant de savoir que la clé, elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Puis là, je n'ai pas la réponse. Hein? Les futurologues, donc, vous avez vu au début, là, il y a une association des futurologues professionnels. Hein? Non, mais juste pour vous dire, je n'ai rien inventé. Hein, je le mentionnais à des gens que j'ai croisés juste avant la conférence. C'est malheureux, j'aurais beaucoup aimé inventer cette méthodologie-là. Ce n'est pas mon invention. Ça existe depuis les années 60. Ça s'est répercuté dans toutes sortes de secteurs développés, de toutes sortes de manières différentes. L'idée, là, l'idée fondamentale, c'est qu'on n'essaie pas de prédire l'avenir. Je n'essaie pas, mesdames et messieurs, d'avoir raison. Et vous ne devriez pas essayer d'avoir raison. Parce que quand on essaie d'avoir raison, eh bien, on protège, on défend, on refuse que ça se passe autrement. Donc, comme je n'essaie pas d'avoir raison, j'essaie juste d'étudier le champ des possibles. Toutes sortes de possibilités, toutes sortes de plausibilités. L'idée, c'est de se préparer. La prospective, c'est d'être prêt à tout ce qui peut survenir. On se prépare de manière créative, mais très méthodologique, très structurée.
pour être prêt. Étiez-vous prêt pour la pandémie? Êtes-vous prêt pour la prochaine? Il est fort probable qu'il y ait une autre pandémie dans notre vivant et pourtant, on a du mal à appliquer ce genre de réflexion vers l'avenir. Donc, cette façon de dire qu'on n'essaie pas d'avoir raison, ça non plus, c'est pas de moi. En fait, il n'y a pas grand-chose de moi, vous allez me dire. Je suis un messager. Alvin Toffler l'a dit bien avant moi, c'est beaucoup plus important d'avoir de l'imagination que d'avoir raison. L'idée, c'est que la pensée future, c'est comme une espèce d'espace. Il faut la voir, cette pensée-là, comme un espace pour repenser ce qui est possible, pour ne pas être prise au dépourvu par toutes sortes de conséquences inattendues. Donc, c'est de se donner une liberté. En ce moment, si le futur vous fait peur, c'est parce que vous trouvez qu'il y a énormément de contraintes. Vous n'avez sûrement pas beaucoup de temps pour réfléchir à ces questions-là. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'argent non plus à investir dans toutes sortes de méthodes. On ne peut pas nécessairement s'entourer des bonnes personnes pour réfléchir à long terme. Et pourtant, si on ne le fait pas, on se retrouve face à des situations comme celle de la pandémie. Ce qu'il faut, un clin d'œil à nos amis français, ce qu'il faut, c'est essayer de perturber un peu les règles. Vous avez vu la société des demain. Je suis bonne en français, hein? Je le souligne au passage parce que je sais qu'il y a une faute à demain. En fait, c'est une faute aujourd'hui. C'est bien ça qui est le but de la chose. Mais vous savez, ça a déjà été utilisé. Hein? Je pense que c'est Rimbaud qui avait déjà mis demain au pluriel, alors je me permets, si ça ne vous dérange pas, de le refaire, ce que Rimbaud a déjà fait. La chose qu'il faut retenir, c'est que c'est une règle qui appartient à notre langue actuelle. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Peut-être pas. Donc, l'inconfort que je voulais susciter avec le nom même de notre entreprise est le même que vous devriez ressentir quand vous essayez quelque chose de nouveau. Et si les choses étaient autrement? C'est un peu comme ça qu'il faut percevoir le changement. Alors, je reviens à ma tour Eiffel. La tour Eiffel était une vision du futur. Elle a été présentée pour la première fois en 1889 à la Foire universelle de Paris. Mais pourquoi c'était une vision du futur? Mais parce que c'était un pied de nez. Cette tour-là, elle riait à la face des règles architecturales traditionnelles. Au début et au milieu du 19e, là, la course à la hauteur des bâtiments, c'était l'apanage des bâtiments religieux. Il ne devait pas y exister de bâtiments qui allaient au-delà des églises. C'était un affront jusqu'à la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel est beaucoup plus qu'un monument. La Tour Eiffel, elle est là vraiment pour changer les règles. Elle est là pour dire, bien, il y a des règles en place en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront toujours là. Puis maintenant, quand vous pensez à la Tour Eiffel, vous ne pensez pas à la tour qui a bravé les églises pour les dépasser. Ce n'est plus la règle aujourd'hui. C'était la règle au moment où la tour est arrivée, mais aujourd'hui, on est dans un autre paradigme. Donc, la tour Eiffel a dévié la ligne du futur. Elle a fait dévier les règles du moment. Et c'est ça aussi qu'on va chercher à faire. Alors, il y a toutes sortes d'outils qu'on utilise en prospective. Il y a toutes sortes de matières premières. Les signaux faibles sont une de nos matières premières. Alors, j'ai préparé quelques signaux faibles. Évidemment, c'est très, très loin d'être exhaustif, là. L'idée, c'est bien sûr de vous permettre de voir un peu ce que c'est, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, pourquoi il faudrait s'intéresser à ça. Qui suit les tendances en ce moment dans l'industrie? Qui fait une veille régulière des tendances? À part ceux dont c'est la job. Non? Un peu? Pas beaucoup? Oh! Bon, ben, il faut qu'on se parle. Donc, les tendances, c'est ce qui est déjà en mouvement. Les tendances, c'est ce qui est déjà là.
Parce que par définition, une tendance, c'est quand plusieurs indicateurs vont dans la même direction, ont un mouvement ascendant ou descendant. La tendance de la coupure du câble, c'est une tendance. Elle est descendante, mais c'est une tendance. Donc, c'est un mouvement dans une direction qui est marqué vraiment par plusieurs indicateurs, plusieurs facteurs qui vont dans le même sens. Mais la tendance, par définition, ce n'est pas quelque chose de décoiffant. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. On est déjà dedans. Il y a des choses que vous savez. Si je vous parle de tendance, vous ne devriez pas, en principe, tomber en bas de votre chaise. Les signaux faibles, c'est ce qui vient avant les tendances. Bien sûr, ça requiert un petit peu plus d'attention parce que c'est beaucoup plus difficile à capter. Ce sont des pré-tendances. Ce sont des manières d'envisager le futur qui, pour le moment, sont très, très prototypales. Pour le moment, sont très, très marginales, sont absolument pas répandues. Mais la valeur d'un signal faible, c'est de se demander, tiens, si ce que j'observe là devenait la norme, si c'était plus répandu, est-ce qu'il y aurait un impact significatif dans mon secteur? Et là, vous savez, à ce moment-là, si la réponse est oui, vous êtes face à un signal faible intéressant. Les signaux faibles se retrouvent partout. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à capter. Ce n'est pas évident de trouver un signal parce que ce n'est pas encore une tendance. Il faut un peu développer son intuition par rapport à ça. Il faut voir un peu de quelle manière les choses vont évoluer. Bien sûr, je me sers de mes 20 ans à observer les transformations technologiques pour être en mesure de détecter la force de certains signaux, la valeur de certains signaux qui, ensuite, permettent d'extrapoler vers des scénarios, qu'ils soient probables, plausibles ou possibles. J'aime bien dire que les signaux faibles, ce sont comme les mots des écrivains. C'est ce qui nous permet de mettre en forme les histoires qui vont nous permettre d'envisager des futurs souhaitables et des futurs non souhaitables. Parce qu'on ne se demande pas souvent ce qu'on veut, mais on ne se demande pas non plus très souvent ce qu'on ne veut pas. Et c'est impossible d'imaginer une direction vers ce qu'on veut si on ne décide pas sciemment d'éviter de faire en sorte que le futur indésirable soit nommé, soit vu, soit perçu et qu'il soit, bien évidemment, mis de façon à ce qu'on n'aille pas dans cette direction-là. Alors, il y a quelques exemples ici. Puis encore une fois, là, c'est un bref échantillon. On a des banques de données de centaines et de centaines de signaux faibles. On ne fait que ça, presque, pour essayer de toujours rester dans cette espèce de zone limite, là, où est-ce qu'on est juste avant la tendance possible et on essaie d'anticiper l'impact de ces signaux faibles-là. D'ailleurs, c'est l'auteur américain de science-fiction, William Gibson, qui disait, vous savez, le futur, il est déjà là. C'est juste qu'il n'est pas réparti de manière équitable. Donc, il y a des espèces de petites poches de futur qui se situent un peu partout. Vous le savez, là, le terme métavers est apparu dans un livre, Snow Crash, en 1992. C'était un signal faible à l'époque. C'était une idée, ma foi, farfelue, mais qui pouvait nous aider à peut-être envisager un futur très différent de celui qu'il était à l'époque. Bon, moi, je suis une Trekkie, je prétends qu'on avait déjà vu ça avec le holodeck, mais c'est pas grave, c'est une question de sémantique. Donc, bref, les signaux faibles, c'est comme une espèce là, de pointe de l'iceberg. Il y a toutes sortes de choses qui sont en dessous, qu'on ne voit pas, qui pourraient éventuellement avoir une influence. Alors, j'en ai choisi 3. L'essor des mini-feuilletons chinois. Est-ce que vous avez vu passer ça? C'est assez fulgurant, comme bien des choses, d'ailleurs, qui se passent en Chine, la taille du marché étant ce qu'elle est. Mais donc, ici, vous avez l'affiche de « Adored by the CEO », donc « Adoré du PDG ». Je ne l'ai pas vu, mais on voit poindre l'intrigue.
Ça, c'est un mini-feuilleton. Et quand je dis mini-feuilleton, là, c'est un maximum de 2 minutes. C'est maximisé pour les écrans de téléphone, évidemment pour capter l'attention là où elle est, avec un minimum de concentration. Donc, c'est vraiment des toutes petites histoires là, qui sont divisées en toutes petites bouchées. Et je vous assure qu'en Chine, ça connaît, mais un succès bœuf. Là. Les productions les plus populaires là, peuvent générer des dizaines de millions de dollars en quelques jours. Quelques jours. Je sais que ce n'est pas nos chiffres. En 2023, le marché des mini-feuilletons comme Adored by the CEO là, représentait plus de 5 milliards de dollars en Chine. Ça, pour moi, c'est un signal. C'est intéressant. Je sais qu'on a fait toutes sortes d'expérimentations en Occident autour de formats très courts qui n'ont pas toujours vu le jour de la manière dont les fabricants ou les créateurs auraient voulu que ce soit. Mais c'est intéressant de voir ce qu'un signal fait ailleurs quand on le transpose chez nous. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ici? Alors, vous voyez, c'est ça un signal faible. C'est comme le début d'une idée. On a envie, après ça, de voir qu'est-ce que ça donnerait chez nous? Est-ce qu'on pourrait faire ça? De quelle manière? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant? Donc, on soulève des questions. Encore une fois, je n'ai aucune réponse pour vous, malheureusement, mais l'idée, et puis je pense que la question a été soulevée tout à l'heure également dans les questions du dernier panel, la question, c'est toujours de poser la bonne. On trouve souvent des bonnes réponses aux mauvaises questions, parce que c'est souvent rassurant de faire ça. Dans ce cas-ci, on essaie de soulever un maximum de questions, encore une fois, pour se préparer, pour voir si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. On n'a pas la réponse. Les voix IA qu'on porte sur soi. Aviez-vous vu passer dans les dernières années là, la petite... le Humane Pin, là. Donc c'est une espèce de petite broche, comme une broche, vraiment, qu'on pouvait accrocher, là. Encore une fois, Star Trek, en tout cas, qu'on pouvait accrocher sur son costume, là, sur son vêtement, et qui nous permettait donc d'avoir des conversations avec un agent IA. Bon, ça n'a pas très bien marché pour Humane. Et ils essaient encore de se sortir d'affaires. Ce n'est pas gagné. C'est sûr que ce n'est jamais facile quand on est un des premiers à sortir là, des prototypes sur le marché, sauf que ces assistants-là, qui sont alimentés par l'intelligence artificielle, pourraient devenir une partie intégrante de la vie quotidienne des gens en offrant ce genre de conseils et de rappels-là. Si la petite broche de Humane n'a pas fonctionné, quand même, les démonstrations qui en avaient été faites étaient impressionnantes. Par exemple, le créateur de Humane voulait manger une barre de chocolat et, bon, l'agent lui rappelait gentiment qu'il était allergique aux noix. Donc, ça pouvait être une bonne idée de laisser faire. Donc, cette espèce de conversation-là, on n'y avait rien demandé à l'agent, là. Donc, c'était une espèce de conversation-là qui conférait des espèces de super pouvoirs utiles, si vous voulez, à cet agent-là, qui entrait en scène avec cet appareil-là. Puis là, on a vu les Ray-Ban avec Meta qui font un peu ça même. Donc, vous voyez, c'est les agents conversationnels qu'on porte. Signal faible. Donc là, c'est plus ChatGPT sur un écran d'ordinateur, c'est une espèce d'accompagnement constant, une communication constante qui passe par l'entremise d'un artefact, là, qui passe par l'entremise d'un objet qu'on porte. Signal faible. Intéressant de surveiller l'évolution de ce type d'appareil-là. Est-ce qu'on se dirige, puis là, encore là, je soulève des questions, puis là, si vous en avez, laissez-les. Laissez-les couler. Ça prend un maximum de questions pour finalement se poser la bonne. C'est comme des photos. Il faut en prendre beaucoup pour en avoir une bonne. Et donc, est-ce que c'est intéressant de surveiller ça? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, imaginer que la culture, c'est quelque chose que l'on porte sur soi?
est-ce qu'on peut imaginer que la culture, c'est quelque chose qui est avec nous et avec lequel on peut converser de manière continue? Moi, je pose des questions. Je n'ai pas de réponse. Un autre signal faible que j'ai mis là concerne ce partenariat récent entre Roblox et Shopify. Donc là, on est dans le domaine du commerce électronique. Vous avez vu passer ça? Oui. Non, il y a des non puis il y a des oui. Alors, je vais synthétiser. Donc, c'est une collaboration qui permet aux utilisateurs de Roblox, finalement, d'acheter des produits physiques à travers des expériences virtuelles. Hein? Donc, on est vraiment dans l'intersection des deux mondes. Alors, vous êtes dans Roblox, vous faites un achat et l'achat se concrétise dans le monde réel, physique. Donc, c'est un futur où on préfigure un peu que le magasinage se passe autant dans des environnements numériques que des magasins physiques, que ça soit une espèce de monde où la personnalisation et l'interactivité deviennent des éléments centraux de l'expérience consommateur. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait appliquer, qu'on pourrait reprendre, auxquelles on pourrait réfléchir dans la culture? By the way, moi, je suis très atypique. J'adore quand vous parlez en même temps que moi, parce que ça veut dire que ça suscite beaucoup d'interrogations. C'est parfait, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc, je sais que c'est provoquant, là. Je sais que je vous parle d'un monde qui n'existe pas d'abord, mais où on doit se poser la question, est-ce que c'est un monde que l'on souhaite? Est-ce que ce sont des signaux qui valent la peine d'être extrapolés en scénario? Est-ce qu'on veut vivre dans ces mondes-là? Et si oui, de quelle manière? Comment est-ce qu'on peut les adapter? L'idée, c'est d'être au-devant des idées, au-devant des scénarios, de ne pas rester en réaction à ce qui se passe ailleurs pour décider comment on va finir par survivre. J'aimerais bien qu'on sorte de cette rhétorique-là pour qu'on réussisse à décider collectivement ce qu'on veut à l'aide de toutes sortes de signaux faibles et de scénarios. Alors, quand on collige beaucoup de signaux faibles comme nous, on finit par voir poindre des moteurs de changement. Ce qu'on appelle des moteurs de changement, ce sont de grands courants. Vous savez, je vous ai parlé de l'iceberg tantôt, là, la pointe. Là. Bon, l'iceberg, là, il se promène sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'il promène, cet iceberg-là? Bien, il y a un courant sous-jacent. Donc, il y a des forces qui sont souvent des forces transversales, qui ne concernent pas, par exemple, ici, que la culture, qui concernent à peu près tout le monde, qui a un intérêt, par exemple, pour le numérique. Mais c'est intéressant de voir de quelle manière est-ce que ces moteurs de changement-là ont une influence dans le secteur culturel. Donc, encore une fois, ce sont des forces significatives qui ont un impact sur les activités présentes, mais surtout futures. Le premier dont je veux vous parler, c'est probablement celui qui, en tout cas, moi, il m'a bien fait réagir quand je l'ai trouvé, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous est étranger, mais peut-être que vous ne l'avez jamais entendu de cette manière-là. Est-ce que vous avez entendu parler de contenu liquide? Oh yeah! Il y a des gens qui ont des bonnes antennes, j'aime ça. Alors, c'est un terme qu'on a commencé à avoir dans le monde du marketing numérique là, assez récemment. Évidemment, vous aurez compris que je l'ai traduit. Si vous faites une recherche, cherchez « liquid content » parce que je vous assure que vous ne trouverez pas contenu liquide nulle part. Ça se peut que ça vous amène dans des zones de Google dont je ne suis pas responsable. Dans l'histoire de l'humanité, là, c'est intéressant parce que ça nous ramène à nous-mêmes, là, tout ça. Là. Tu sais, des fois, on a besoin d'un rappel. Le contenu a déjà été très, très interactif. Là, hein? Pensez à l'époque des récits oraux. Bien, raconter des histoires exigeait une certaine capacité d'adaptation. Les récits, quand ils étaient faits de manière orale, étaient une espèce de valse entre ceux qui écoutaient et ceux qui racontaient. C'était
toujours évolutif en fonction des réactions. Ça se transmettait d'un auditoire à l'autre, toujours avec des petites adaptations, des petits changements, des petites nuances. On ne saura jamais ce qu'il aurait dû y avoir dans la Bible avant qu'elle n'ait été écrite, mais c'est vrai. Elle s'est baladée de manière orale. Ce texte-là s'est baladé avant d'être posé sur du papier, en tout cas de manière fixe. Et donc, le liquid content, là, ou le contenu liquide, fait référence à ça un peu, à cette capacité qu'ont les histoires d'être adaptables et à notre manière, finalement, d'adapter les récits à ceux qui les entendent, à ceux qui les écoutent. Donc, s'il fallait qu'on vous donne un genre de... qu'on se trouve une définition, là, mettons, pour le contenu liquide, bien, c'est un contenu numérique qui est dynamique, adaptable et réactif selon le contexte. Alors, c'est pour ça, imaginez vraiment, là, du liquide, là. Ça trouve les endroits où percoler, là. Ça se rend là où vous n'aviez peut-être même pas envisagé que ça se rende, là, parce que ce n'était pas votre intention. Mais quand ça coule, ça coule. Donc, ça se rend là où il y a de l'espace. Ça se rend là où il y a une petite poche d'air à remplir. Et donc, c'est ça, le contenu liquide. C'est un contenu qui se transforme en fonction des interactions, des préférences, des comportements des utilisateurs. Et vous l'aurez compris, un contenu qui est aussi adaptable, bien, c'est une manière de rester très pertinent aussi, d'être très, très engageant sur plein de plateformes, dans plein de contextes différents. Donc, c'est un peu ça, l'idée de se métamorphoser pour s'intégrer parfaitement selon les formats. Ça, c'est le contenu liquide. Vous allez probablement en entendre parler après cette journée, après cette conférence. J'ai l'impression que c'est un terme qu'on va réutiliser parce qu'il est très symptomatique de notre époque. On a passé beaucoup de temps à concevoir des contenus pour un atterrissage assez fixe, assez prédéterminé. Nous construisons ces contenus en vue de les diffuser de telle ou telle manière. Et donc, on est habitué de contrôler la manière dont les formats réagissent à l'histoire. Et là, on parle donc d'une capacité d'adaptation qui varie d'une personne à l'autre, en fonction, par exemple, du niveau de connaissance d'un téléspectateur ou d'un auditeur ou d'un lecteur. Le contenu pourrait s'adapter à la personne, qu'elle soit novice ou experte dans le sujet qui lui est présenté. Donc, voyez-vous à quel point ce concept-là, qui a déjà commencé, hein, on est un peu déjà dans cette manière. Moi, j'aime ça, mon frère est architecte, alors des fois, j'ai des références architecturales. J'aime beaucoup cette idée de la ligne de désir. Vous voyez ce que c'est, la ligne de désir? C'est quand on construit des chemins et que finalement, les utilisateurs passent ailleurs. Non, mais j'adore ce concept-là parce que c'est plus court, puis c'est plus le fun, puis c'est plus pratique. Alors, ben oui, il y a un beau chemin avec des rosiers, là, mais moi, c'est là que je m'en vais. Souvent, les utilisateurs vont avoir tendance à faire ça et donc vont générer des pratiques qu'on n'avait même pas imaginées pour certains contenus ou certaines plateformes. Hein. Donc, bref, contenu liquide, retenez ça, vous allez continuer d'en entendre parler. Un autre moteur de changement, le mélange du physique et du virtuel. Ça, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps, mais ce qu'on a vu tantôt avec Roblox et Shopify, on commence là, à voir que ça se concrétise pas mal plus. Il y a une communication constante qui est possible dans ce continuum entre le réel et le virtuel. Il y a toutes sortes de systèmes, comme les systèmes cyberphysiques, qui permettent d'associer des capacités informatiques et physiques et d'interagir avec les humains d'une manière assez inédite à travers toutes sortes de capteurs. Donc ça, ce sont des choses également qui vont se poursuivre. Le mélange, la porosité entre le monde physique et le monde virtuel, attendez-vous à ce que ça soit un moteur de changement
important dans les prochaines années, à ce que ce qu'on fasse, par exemple, en ligne, se répercute directement dans notre vie réelle, et ce qu'on fasse dans notre vie réelle ait un impact à ce qu'on fait également dans le monde virtuel. Donc, ces différences-là vont avoir tendance à s'estomper. Je vois le temps qui file, puis je veux garder du temps pour les questions, donc je passe tout de suite à la relation avec les machines, aussi parce que c'est un de mes sujets préférés. Ça, là, ça, c'est formidable. Bon, vous l'avez vécu comme moi, là. ChatGPT, novembre 2022, je ne reviendrai pas là-dessus. Non, mais c'est parce que on en parle beaucoup. Mais la raison pour laquelle on en parle beaucoup, c'est que là, on est tombé face à un outil qui utilisait notre outil principal de relationnel, qui est le langage. Donc là, tout d'un coup, on a passé le 20e siècle à apprendre le langage de la machine, et vois-tu pas que la machine est capable maintenant de parler notre langage? Et puis là, on se met à imaginer toutes sortes de choses. Elle nous comprend. Mon Dieu, peut-être qu'elle nous aime. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière cette conversation-là qu'on n'a jamais eue dans le passé, à part pour ceux d'entre nous qui savions coder. On est passé d'une espèce de relation un peu maître-serviteur avec la machine. Hein? Donc, on construisait des machines pour qu'elles fassent quelque chose. Donc, on gérait directement, on contrôlait directement ce que la machine pouvait faire. Ensuite, on est passé, puis on est encore beaucoup là-dedans, à une certaine forme d'automatisation. On dirige toujours la machine, mais on utilise un ensemble d'instructions qui sont prédéfinies. Donc, ça veut dire que ces instructions-là, on les a mises dans la machine, mais la machine peut par la suite prendre ses décisions. Et puis, on s'enligne tranquillement, pas vite. Il y a abondamment de conférences pour vous informer sur la chose, vers un niveau d'intelligence qui pourrait permettre à des machines d'exécuter des tâches ou des missions là, sans instructions spécifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle des agents autonomes non humains. On est quand même passé à je gère la machine et je la contrôle, à tu peux prendre des décisions des fois selon ce que je te dis de faire, à qu'est-ce que tu en penses? Donc, notre relation avec la machine a énormément évolué au fil du temps, très rapidement dans les derniers temps. Et donc, dites-vous que ce mode conversationnel-là, il n'est pas anodin. Pour nous, c'est une manière de bâtir du lien, et les utilisateurs vont probablement se tourner vers des outils, vers des activités en fonction de la qualité de la relation qu'ils sont en mesure de bâtir avec cet outil-là. Vous voyez? Il est fort possible qu'on choisisse nos plateformes, nos contenus en fonction de la relation qu'on est en mesure d'avoir. Je sens la pression du petit micro. Je passe au dernier moteur de changement, le besoin de transparence. Vous le savez, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui va avoir énormément d'influence sur le développement des contenus et le développement des plateformes dans la prochaine année. L'incapacité, j'ai fait l'exercice récemment avec le Conseil de presse du Québec, l'incapacité de savoir ce qui a été créé par une personne ou par une machine, ça génère beaucoup, beaucoup d'anxiété, même de la méfiance. Là. Pour les journalistes, c'est entre autres un problème. L'accent, évidemment, doit être mis sur la divulgation de cette intelligence artificielle-là pour que l'utilisateur puisse retrouver une certaine forme de confort. Donc, qu'est-ce qui est une prédiction? Qu'est-ce qui est une recommandation? Qu'est-ce qui est une décision? Comment on est arrivé? De quelle manière? Mais ça, je vous dirais que ça passe beaucoup aussi. Ce n'est pas juste notre job, là. C'est la job de tout le monde, en fait. Ça passe beaucoup par la littératie numérique. Il faut que les gens comprennent comment un système d'intelligence artificielle est développé, est entraîné, comment ça fonctionne, comment c'est utilisé, comment les données sont utilisées, sont stockées, sont gérées. Tout ça, ce sont des questions assez récentes qu'on est amené à se poser et qui vont se poursuivre. On ne pourra pas faire fi de ce besoin de transparence-là de tout type d'utilisateurs dans les prochaines années.
Donc, j'ai été rapidement, ce sont des facteurs qui sont susceptibles d'avoir une influence, laquelle on ne le sait pas. Mais je veux que ça suscite des questions. C'est surtout ça que je souhaite aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut, en tant que créateur, décideur, auditoire même, orienter l'avenir de la culture francophone dans une direction qui favorise une relation équilibrée avec tout l'écosystème et la machine. Vous voyez, la prospective, là, c'est pas une science divinatoire. J'ai pas amené ma petite boule de cristal. Je lis même pas le tarot. Des fois, j'aimerais ça, mais je n'ai pas cette compétence-là. C'est un outil, la prospective, très puissant pour éclairer nos choix présents, là, pour s'assurer que les décisions qu'on prenne aujourd'hui aient la vie longue, qu'elles puissent avoir un peu cette vision cathédrale que j'appelle, c'est-à-dire de construire quelque chose qui n'est pas forcément pour nous, mais qui pourra profiter à des générations futures. Et ça, on le fait ensemble, avec notre imagination collective, avec des signaux faibles, avec des moteurs de changement. L'idée, c'est qu'on peut façonner un futur qui est à la hauteur de nos aspirations. Ce n'est pas juste dans notre tête que ça peut bien aller. Ça peut changer. Mais il ne faut juste pas toujours essayer d'avoir raison. Des fois, il faut essayer d'imaginer ce futur souhaitable-là ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. On peut se donner un peu de point. C'est drôle parce que je disais à Catherine, on parlait justement avant de présenter Catherine que dans sa bio, ça disait que c'est une conférencière chevronnée. Et là, on s'est dit, on ne va pas se jinxer, on ne va pas le dire avant, mais on peut le dire. De un peu pompeux. Mais je pense qu'on peut le dire, c'était toute une conférence. Vraiment, bravo Catherine. Merci. Hein? Éloquent, captivant et évidemment dans le vif du sujet. Donc, merci beaucoup. C'est la période questions, j'imagine. On a ouvert le sujet. Ça a ouvert beaucoup de portes. Cher public, on peut ouvrir et rentrer dans ces portes-là et approfondir le sujet. Qui veut se mouiller et poser une question à Catherine? Ah, parfait. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein? On se lance. As-tu volé ton punch? Non, non, c'était parfait. Votre nom, votre question, puis votre couleur préférée. Christian Roy, consultant chez ADSS, le vert forêt. Et, oh oui! ma question est au sujet des signaux faibles, qui est comme c'est un peu fascinant, ça. Puis je me demandais, est-ce que les signaux faibles, on les voit seulement dans l'actualité techno, dans la recherche, ainsi de suite, ou est-ce que la culture est porteuse de signaux faibles? Est-ce que ce que les créateurs, les auteurs émettent dans leurs œuvres peut être aussi indicateur de signaux faibles? Parfaitement. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du métavers dans un roman de science-fiction. Les artistes arrivent souvent avec des manières de pousser les frontières du réel, de pousser ce qui est acceptable ou ce qui est convenu. Et c'est justement là qu'on peut aller voir certaines références pour dire « Oh, ben c'est flyé ». Mais si on transpose ça dans notre contexte actuel, qu'est-ce que ça peut donner? Je vois Martin Bilodeau, je pense à Matrix. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font référence à ce film-là depuis quelques années. Donc, l'art, en général, la culture, est un excellent puiseur de toutes sortes de signaux faibles. Encore faut-il avoir l'audace de les repérer. Souvent, on voit des choses qui sont très provocantes, qui sont très déstabilisantes, puis on préfère rentrer chez nous après, en se disant « ce n'était qu'un spectacle ». Ce n'était qu'un film. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de pousser la question plus loin. Oh, attention, si c'est ça qui est possible, ou si ça devenait possible, ou si tout le monde se mettait à vivre de cette manière-là, ou à fabriquer quelque chose de cette manière-là, qu'est-ce que ça donnerait? Dans quel contexte ça nous placerait? Et est-ce que c'est souhaitable ou non souhaitable? Alors oui, la longue réponse, c'est ça. La courte réponse, c'est oui. Merci pour votre question. D'autres questions du public? Pas tous en même temps. Ah, parfait. Votre nom, votre question? Et votre ville natale? On rajoute un astuce. Ça marche? Oui. Simon Closs, La Disque et La Rochelle. Moi,
Moi, j'ai une question sur l'interprétation des signaux faibles. Oui. Comment, à un moment donné, il n'y a pas un risque d'interpréter un signal faible, excusez-moi, et de tomber dans une forme de déterminisme? Tout à l'heure, on a vu une conversation, l'intervenant du ministère de la Culture français parler, et il disait il y a deux visions qui s'affrontent, entre guillemets, en caricaturant, sur l'intelligence artificielle, avec d'un côté des entreprises d'innovation et de l'autre des acteurs culturels. Le même signal faible va être interprété de différentes manières suivant ces acteurs, parce qu'il y a des intérêts économiques différents, il y a une vision du monde différente, et chacun pourrait créer sa propre réalité à partir de ce signal faible, avec souvent ceux qui sont dans une position de pouvoir, dans un rapport de force dominant, on va le dire comme ça, créer une sorte de prophétie autorisatrice en disant « ça, c'est la réalité qui s'en vient ». Comment on ramène une approche holiste par rapport à ça et qu'on ne dit pas juste c'est ce signal faible qui va créer la réalité? Oui. Merci pour la question. La réponse est toute simple. Ça prend la plus grande diversité possible dans les équipes qui font de la prospective. Parce que de cette manière-là, on ne sert les intérêts de personne et on sert les intérêts de tout le monde. Donc, quand on a plusieurs intérêts divergents autour d'une même question, ça peut faire mal, la prospective. Hein? Des fois, à la blague, je dis, moi, je vends de l'inconfort. C'est-à-dire que si je vous raconte quelque chose qui vous fait du bien, je n'ai pas fait mon travail. Parce que l'idée, c'est de se déstabiliser. Alors, on ne va pas chercher un signal faible pour se conforter dans nos croyances. On va chercher un signal faible pour se déstabiliser dans nos idées reçues. C'est très différent. Donc, on essaie de voir si justement notre posture actuelle, est-ce qu'elle tient la route dans 10 ans? Et ça, c'est un exercice que je fais souvent. Donc, on regarde qui nous sommes aujourd'hui, ce qui constitue nos forces, nos défis actuels, puis on les transpose dans un contexte situé dans une dizaine d'années. Est-ce que les mêmes forces et les mêmes défis réagissent de la même manière? Donc, c'est très difficile, finalement, de faire parler des signaux faibles pour le compte de quelqu'un. Parce que, par définition, ce n'est pas fixe. Et si on s'assure d'avoir une diversité de points de vue qui discutent de ce signal faible-là, on n'aura pas le choix que d'arriver à quelque chose qui tourne autour d'un consensus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci pour la question. Quelqu'un d'autre aurait une autre question par hasard? Merci. MC, juste à l'avant, on va venir lui porter le micro. Votre nom, votre question et votre type de poutine préféré. Oh! Ça peut être standard, ça peut être flyé. Ça peut être pas du tout. Ça peut être pas du tout. Oui, Véronique Marino, la Cogency. Puis ma type de poutine préférée, je dirais, je sais pas moi, l'italienne, tiens. Oh, nice. J'adore. En fait, bon, on reste encore sur l'idée des signaux faibles, mais si on pousse un petit peu l'exercice, on parle de pattern, en fait, quelque part. Un signal faible, à un moment, devient une espèce de pattern qui commence à prendre de plus en plus d'impact et d'importance. Et donc, ce n'est plus un signal faible, ça devient éventuellement une tendance. etc. Si on fait un parallèle, c'est de la provocation, là, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer... parce que l'enjeu, c'est le biais, en fait. Oui. Et puis, on est tous des humains ici. Oui. Puis, quelle que soit notre bonne volonté, on en a tous des biais. Puis, à un moment ou à un autre, j'ai l'impression que ce genre d'exercice-là nous approche quand même de nos biais parce qu'on est limité par nos propres connaissances ou compétences. Est-ce qu'on peut imaginer que le meilleur outil pour faire la prospective, ce n'est pas l'intelligence artificielle? Pour faire de la prospective? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire par là, c'est que si on injecte dans cette capacité à pouvoir traiter l'information d'une manière très chaotique, etc., est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un avenir à moyen terme, que finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui ne serait pas un bon véhicule pour aider à faire la prospective? Parce que ça reste un concentré de l'ensemble de nos biais. Et l'avantage, c'est que ça nous donne une distance par rapport à ça, non? Est-ce que oui, est-ce qu'on trouve? Moi, je préfère nos biais, personnellement, mais
en fait, la question est très bien posée, cela dit. Je ne pense pas qu'il y ait une machine qui va réussir à faire ça parce qu'il y a beaucoup de sensibilité humaine dans tout ça. La machine repère effectivement toutes sortes de patterns, peut tenter de faire du sens de cette manière-là, mais la machine ne connaît pas, par exemple, l'importance d'un film dans la culture humaine. La machine ne comprend pas pourquoi c'est important de jouer quand on est un humain. La machine va nous battre à plate couture aux échecs, ça, c'est pas un souci. Mais elle ne sait pas la valeur que porte cet objet du jeu dans notre culture humaine. Je pense qu'on a encore un peu de job pour quelques années. J'ai rentré les numéros gagnants de l'Automax les derniers mois, puis il ne m'a pas donné le numéro gagnant du mois prochain, malheureusement. J'ai essayé. Jusqu'à présent, j'ai fait des tests. Jusqu'à présent, c'est trop parcellaire pour que ça puisse être suffisamment fiable. Mais éventuellement, peut-être. Sauf que je trouve que le danger des biais est trop grand. Ouais. 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 Merci pour votre question. Votre nom, votre question et votre jeu vidéo favori. Oh. Arnaud Nobile, c'est quoi la deuxième question? Parce que je suis encore en train de réfléchir pour le jeu vidéo. Ben après, ça va être votre question, hein, Catherine? Fait que là, ça, c'est bon. Mais là, on va revenir à jeu vidéo. Je ne joue pas aux jeux vidéo, j'en ai pas de préféré. D'accord, mais ça peut être Candy Crush, là, on ne va pas vous juger. Non, mais bon. Pac-Man, Pong, Pong. Pong, oui, exact. Non, mais en fait, pour aller un peu à contre-pied peut-être de Véronique, je sais que les militaires utilisent dans la prospective, en fait, font affaire avec des auteurs de science-fiction. Absolument. Et donc, le rôle de l'artiste dans la prospection, on pense à Jules Verne, par exemple. Mais bien sûr, et moi, j'ai lu un roman de Ruffin qui était Globalia aussi, où il faisait référence à un petit appareil, c'était avant l'iPhone, mais où c'était une pièce d'identité numérique. Et puis là, puis avec le recul, je me suis dit, mais quelle vision avait ce type. Donc, le rôle de l'artiste dans la prospection n'est-il pas essentiel? Puis ça nous ramène à la culture aussi, donc, puis au rôle de l'artiste dans tout ça. Puis Bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la manière dont les journalistes utilisent les nouvelles technologies et ce que ça renvoie, l'image que ça renvoie d'eux-mêmes. Et je commence mon mémoire de maîtrise avec une nouvelle de Jules Verne qui s'intitule « La vie d'un journaliste en 2889 ». La nouvelle a été écrite en 1889. Donc, lui, il ne prenait pas quelques décennies. Hein, moi, j'essaie de vous amener à réfléchir aux 10 prochaines années. Non. Jules, lui, millénaire. Un millénaire. Fait que là-dedans, par exemple, il y a un patron de presse qui s'assoit le matin face à son miroir pour parler à sa femme qui est sur un autre continent. Lui, Skype, là, il l'avait déjà vu. Dans cette nouvelle-là, on voit des journalistes qui s'attablent et auxquels on peut parler directement. Donc, chacun a ses nouvelles personnalisées selon leurs goûts et leurs intérêts. Je veux dire, je vais arrêter là. Mais effectivement, toute cette science-fiction-là ne vient pas de nulle part. C'est pour ça que les artistes sont aussi importants. Ils sentent ils n'ont pas peur d'extrapoler, justement. Ils n'ont pas peur de grossir, de gonfler certaines petites choses qu'ils pressentent. Et si je pouvais parler à ma femme dans le miroir, qu'est-ce que ça fait? L'ordinateur n'était même pas là. Donc, c'était effectivement une vision qu'on a peine à s'imaginer aujourd'hui. Et je vous dis, dans mon travail de prospective au quotidien, c'est ce que je trouve le plus difficile, d'amener des adultes bien pensants à imaginer. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut être difficile, parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans les contraintes. On n'a pas de temps, on n'a pas d'argent, il n'y a personne pour nous aider. On pourrait prendre des... Oui, mais pour se rendre là, il y a un chemin méthodologique avant. Et pour ça, il faut que les gens embarquent. Je vais me permettre de poser la dernière question. Et moi, c'est Armand. Ma ville natale est Montréal. Ma couleur préférée, le bleu royal, comme le chandail de Catherine. Oh yeah! Et mon jeu vidéo chouchou, c'est Counter-Strike, qui est un jeu de gun. Je suis un nerd. Vous aurez pu dire Counter-Strike? OK, bon, bref.
Et ma question, c'est un peu presque de fermer sur un sujet un peu plus positif. Puis ce que je veux dire, c'est que souvent, on parle de la dystopie oui, justement, là, on parle de technologie. Ah, tout va aller Black Mirror, oh my God! Mais dans un monde parfait, utopique, à quoi ressemble le futur de la consommation des contenus culturels francophones? Tu sais, dans vos mots à vous, à quoi ça pourrait ressembler dans un avenir rapproché? Alors, la question est un piège. Yes. Je l'ai vu, mesdames et messieurs. Ah, dans la boule de cristal. Parce que je ne veux pas qu'on parle d'utopie. Le problème majeur que je rencontre au quotidien, Armand, c'est que les gens pensent que quand on ne parle pas de dystopie, il faut absolument parler d'utopie. Ben non. Il y a un entre-deux qui s'appelle un futur souhaitable. C'est compte tenu de ce que je sais aujourd'hui, de ce qu'on a déjà fait dans le passé et de ce qui est possible, qu'est-ce que je veux? Moi, qu'est-ce que je souhaite voir venir? Et si on se pose collectivement cette question-là, il y a moyen de faire des affaires extraordinaires. Mais on a tous l'impression que c'est de l'utopie, justement. Ça, c'est un gros danger. C'est un bon point. C'est comme un budget. Fait que je budget refuse. réaliste, budget optimal, budget négatif. C'est comme quelque chose au milieu. Si on veut. Si on veut. C'est parce qu'on n'est pas nécessairement dans le réalisme. Le souhaitable n'est pas forcément réaliste aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ce que je mentionnais tantôt, c'est se permettre de rêver, là, c'est extrêmement difficile à faire. Et pourtant, c'est nécessaire. Parce que comment voulez-vous vous rendre à bon port si vous n'avez pas d'abord cette intention-là? Vous devez avoir la vision avant d'avoir le chemin. Mesdames et messieurs, Catherine Mathis, on l'applaudit. Merci beaucoup, Catherine. Merci. C'était une grande conférence donnée par une grande conférencière, on peut le dire. Merci beaucoup, Catherine, encore. Merci. Alors, nous allons prendre une petite pause. On va se retrouver ici dans une dizaine de minutes. On a un autre panel pour clore la journée autour de la culture et la créativité. Alors, 5-10 minutes, on sort par l'arrière. Et si vous voulez revenir pour continuer le reste de l'après-midi, on revient par la porte d'avant. Merci, à tout de suite. Bonne pause.